Nous sommes le jeudi 9 mai 2024, ici Danick Julien et votre bulletin d'information couvrant Port-Neuf et ses environs. Info, c'est JSR. Le comité en charge de l'avenir de l'église de Saint-Léonard travaille fort pour requalifier le bâtiment. On parle avec les responsables tout à l'heure. André Trépanier, un citoyen ayant travaillé activement à dynamiser la municipalité de Cap-Santé, a été honoré le 28 avril. Nous allons discuter avec la troupe de théâtre de Pont-Rouge de la pièce Des secrets en héritage. Et finalement, on parle avec l'entreprise raymondoise Montmorency, structure de bois, qui procède à un agrandissement majeur. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour la première fois de son histoire, le Théâtre de Pont-Rouge va présenter une pièce qu'il a écrite au public à partir du 11 mai prochain. En effet, Dominique Chabot et Bruno Delisle, membres de la troupe, ont écrit conjointement la pièce Des secrets en héritage. Pour en apprendre plus à ce sujet, j'ai discuté avec les deux scénaristes. Voici cette entrevue. Alors, nous avons avec nous deux membres de la troupe de théâtre de Pont-Rouge. Bruno Delisle, bonjour. Salut. Et Dominique Chabot, bonjour. Bonjour. Vous faites partie, en fait, vous avez écrit la pièce de théâtre qui sera présentée cette année, Des secrets en héritage. Et c'était la première fois que la troupe de théâtre écrivait sa propre pièce. Pouvez-vous nous parler un peu de pourquoi on a décidé d'écrire Des secrets en héritage et ça a été quoi le processus là-dedans? Bien, première chose, moi, ça fait longtemps que je voulais écrire une pièce de théâtre. J'ai fait plusieurs petites tentatives, puis à un moment donné, j'arrive au théâtre, puis je demande à quelqu'un s'il était intéressé. Non, non, c'était pas moi. Fait que je me vire à Bruno, c'était toi, il dit oui. Fait que là, j'ai dit, bien, je serais intéressée. Fait qu'on a décidé d'écrire la pièce. Fait que c'est comme ça. C'est moi qui ai lancé l'idée. C'est ça. Puis finalement, on a décidé de se rencontrer à tous les mercredis soirs. Puis là, ben, on se recevait un après l'autre pour souper, évidemment, pour prendre une petite tisane. Puis ensuite, on a commencé à écrire. Ça a été quelque chose au début parce qu'on savait pas trop comment créer une pièce de théâtre, mais finalement, avec Dominique qui recherche partout. Oui, bien, je suis allée sur Internet, je suis allée voir comment composer une pièce de théâtre. Fait que là, j'ai vu, entre autres, la fameuse courbe, là, il faut que tu partes, là, tu montes, puis après, le top de ton intrigue, puis après, il faut que tu redescendes la fin. Fait que là, ça, c'est la première chose. Là, on a commencé à dire, on fait ça où? Fait que là, on a sorti plein de lieux. On a sorti des lieux, puis là, on a fini avec un hôtel. Ouais. Puis là, après, on a dit, qu'est-ce qu'on a le goût? Là, à un moment donné, on est arrivé avec une séance de spiritisme. Puis à partir de là, on a commencé à bâtir nos choses. Le Bruno, à un moment donné, lui, plus tableau, il est arrivé avec un tableau tout bien défini. Fait que là, on a comme écrit scène par scène. Fait que là, on écrivait la scène. Bien, on a commencé par nos personnages. On a décrit nos... Parce qu'on avait une troupe de 10 personnes. Fait qu'on s'est dit, bien, il faut qu'on fasse une pièce de 10 personnages, malgré le fait qu'il y a des personnes qui ont lâché l'année passée, qui a fait en sorte que là, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Fait qu'avec 10 personnages, on s'est dit, bon, il faut créer. On a réussi à créer 9 personnages. Puis là, ben, on se disait, bien, il en manque un, il en manque un. Puis à un moment donné, on a fait, on va rajouter un personnage un peu plus... Accessoire, qui est rendu maintenant un des personnages les plus importants de la pièce. C'est mon personnage à part ça. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, on a fait ça. On a écrit nos personnages. On a écrit aussi sur une feuille différentes situations qu'on aimerait vivre. Ah, il faudrait qu'il arrive ça. Puis
tranquillement, pas vite, on a commencé aussi à faire des liens. On avait mis notre personnage qui est celui qui a la raison pourquoi il y a des secrets. Puis on a comme fait graviter nos personnages autour. Pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison et qui veulent peut-être un peu plus être dans le concret, ça ressemble à quoi le synopsis de votre pièce des secrets en héritage? Donc, c'est le propriétaire d'un hôtel qui décède. Ouais. Puis qui laisse en héritage un bon montant d'argent. Puis là, ben, les héritiers vont recevoir une lettre pour justement réussir à découvrir le fameux héritage. La combinaison. L'héritage. Et c'est une combinaison à 4 chiffres, en fait, qu'il faut qu'ils trouvent à l'hôtel. Puis ça tourne autour de ça. Et là, il règle des comptes. Okay. Il règle des affaires qu'il n'a pas eu le temps de régler avant de mourir. Puis là, il règle ses comptes. Puis c'est pour ça que ça met un peu de dynamique dans l'histoire. Et si on regarde justement au niveau de la distribution, vous nous avez dit, bon, il y a 10 acteurs, donc c'est l'entièreté de la troupe de théâtre de Pont-Rouge qui participe. Il y a 2 personnes qui ont quitté à l'été. Là, la pièce était écrite. Il y en a une qui a pris une année sabbatique, puis il y a quelqu'un qui a décidé de quitter. Fait qu'on est allé recruter dans des anciens comédiens qui avaient manifesté un intérêt si un jour il y avait de la place de revenir. Fait que les 2 qui ont quitté pour l'année ont été remplacés rapidement. Puis il fitait, excusez le terme anglais, mais il allait dans les rôles qui restaient. Oui, c'est ça. Puis une des personnes qui est partie, donc on parle de Michel ici, d'Hostie, on en a fait un caméo. Okay. Donc, tu sais, sur notre affiche, c'est lui. C'est lui qui est là, c'est notre mort. En fait, c'est notre mort il dit une phrase à quelque part dans la pièce, mais c'est tout, là. Tu sais, on en a profité du fait qu'il quittait pour lui demander s'il voulait faire notre mort. Et si on regarde, bon, là, on a parlé de la conception du scénario, mais quand on fait une pièce de théâtre, on peut penser parfois à costume, on peut penser à décor. Est-ce qu'il y a eu du travail qui a été fait par la troupe de théâtre Pont-Rouge pour ça? Bien, les costumes, on s'organise pas mal avec nos choses. Ouais. Il y a des petits accessoires qu'on a trouvés sur des sites parce qu'on avait besoin de quelque chose de spécifique. Puis les décors, bien, c'est Jacques Bédard, c'est un des comédiens qui est en charge de ça. Il fait le concept du décor. Puis là, ben, on met la main à la pâte pour la construction des décors ensemble, mais c'est lui qui gère ça, naturellement, avec l'approbation de la metteur en scène. Oui. Il y a eu un beau défi cette année, en plus, avec notre pièce, puisque la scène du Moulin Marcoux, donc dans la salle Linda-Lemay, est petite. Puis nous autres, ben, avec nos grandeurs d'âme, puis avec nous... on a fait 2 pièces sur la scène. Okay. Fait que c'est de réussir à faire un décor où est-ce que 10 personnes peuvent se ramasser dans une des 2 pièces sur la petite scène. Fait que des fois, on est un peu serré sur la scène. C'est la première et la dernière fois qu'on écrit une pièce avec 2 scènes, 2 pièces. Mais écrire des pièces, c'est plus... Vous allez le refaire quand même. On a déjà commencé à prévoir... Est-ce que ça va être l'année prochaine? On ne le sait pas parce que... Elle est plus dure à écrire, celle-là. Ouais. La première, elle s'est écrite en 1 an. On a commencé en septembre 2022, puis on a fini en août, à peu près, 2023. Puis là, ça fait déjà depuis octobre qu'on a commencé la nouvelle, puis on vient de finir le premier acte sur... Puis il n'est pas peaufiné encore, ça, là. Fait que il n'y a pas de presse, là. La ligne directrice est là, mais... C'est ça. Oui. On prend le temps. Oui. On n'a pas le choix, de toute façon. Pas le choix Puis on est un peu plus basic dans l'autre. Parce que quand on écrit une pièce, on a passé beaucoup de soirées, des fois, sur une partie de la pièce, à chercher des choses. Tu sais, on voulait avoir des affaires vraies, comme à un moment donné, on cherchait des noms de médicaments, des plantes, même des lieux ou des livres qui existent pour de vrai, pour les mettre dans notre pièce. Ça, c'est ça dans celle qu'on fait présentement. Oui, trouver même des fois trouver des synonymes, des mots, parce qu'on voulait pousser un peu plus loin, fait que ça demande beaucoup de recherche aussi. Là. Tandis que la nouvelle, présentement, on est plus... De base. De base. Si on en revient justement à des secrets en héritage, c'est au Moulin Marcoux, ça commence, je pense, le 11 mai. Le 10 mai, donc. Le 10 mai, donc vendredi. Vendredi, c'est la première, oui. La première, on a notre général le 9, jeudi, puis ensuite le 10, c'est la première. Cette année, on a une nouveauté, on joue un dimanche après-midi. Oui. Puis ça s'est très bien vendu. C'est une des soirées d'après-midi les plus remplies.
Et si on regarde aussi là, du côté de vos billets vendus, vous me disiez que vous êtes quand même bien avancé. On est rendu, que je calculais tantôt, on est rendu à 1200 billets de vendus, plus ou moins, là, sur les 1350 qu'on a à vendre. Fait qu'il en reste à peu près 150, peut-être un peu plus. Là, dans tous les soirs. Dans tous les soirs au total. Combien de soirs? 9 soirs? 9 soirs. Donc, avec l'après-midi. Oui, c'est ça. Donc, on fait 9 représentations. Je comprends. Eh bien, si des gens, il reste 150 places pour les 9 soirs, si on veut s'y procurer, c'est quoi la meilleure façon de le faire? D'aller sur le site internet du Théâtre de Pont-Rouge, donc théâtre-de-pont-rouge.com, pas sur le site du Moulin Marcoux. Quoique sur le site du Moulin Marcoux, il y a un lien qui nous amène directement. Redirigé. C'est ça. Ou encore, ils peuvent appeler directement à la billetterie. Donc 873-3013 pour pouvoir faire justement la réservation. Puis si je peux me permettre, c'est encore Geneviève Boivin qui fait la mise en scène. Ça fait déjà 15 pièces qu'elle monte avec nous au Moulin, avec le théâtre de Pont-Rouge. Puis cette année, ben c'est le fun parce que c'est la nôtre qu'elle monte, là. C'est-à-dire Puis c'est une première mondiale qu'on va avoir vendredi quand même. Mondiale! Puis c'est de voir qu'elle a réussi à mettre cette pièce-là en vie. Puis c'est drôle, le sentiment que j'ai, là, c'est comme de laisser aller les personnages. On a monté la pièce, puis quand on l'écrit, on la voyait d'une certaine façon. Puis là, ben, on l'a donné. Hein? Fait que des fois, il faut laisser passer des choses, il faut accepter que c'est pas exactement ce qu'on voulait. C'est comme probablement un auteur qui écrit un roman, qui ferme le roman, puis qui le donne. Là. Fait que ça, c'était... des choses que j'ai trouvées difficiles là-dedans, puis le fun en même temps, parce que souvent, on se regardait, puis on disait... C'est ça que je m'allais dire. Hey, on a écrit ça, là. C'est nous autres qui avons écrit ça, là. On le réalise pas encore, je pense. Non. À la première puis à la dernière, je pense, vont être un peu plus émotives, parce que, justement, c'est le début... Bien, c'est pas le début, mais va être le début de notre pièce. Puis à la dernière, ça va être fini, ça va faire... Puis le stress aussi de savoir est-ce que le monde va aimer ça. Nous autres, on aimait ça de l'écrire, on aimait ça la pratiquer, mais c'est de voir est-ce que les gens, le public va aimer la pièce, ça, c'est une grosse inquiétude. Là. On l'espère, mais c'est stressant. Dominique Chabot, Bruno Delisle, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Et évidemment, là, on invite les gens à venir voir votre pièce du théâtre qui commence, donc, vous me le disiez, vendredi. Et la dernière représentation, le 25 mai, donc le samedi 25 mai. Donc, vous avez quelques semaines pour vous décider et c'est à ne pas manquer. Je vous remercie. Yes. Merci beaucoup. Merci à vous. L'entreprise du Montmorency Structure de Bois a procédé ce mardi à sa pelletée de terre officielle pour un agrandissement majeur dans le parc industriel numéro 2. Il s'agit d'un bâtiment de 9000 pieds carrés qui représente environ un investissement d'1,2 million de dollars. C'est donc un deuxième bâtiment qui va servir à augmenter l'efficacité de l'entreprise. Il faut savoir que les propriétaires ont déjà en leur possession un terrain adjacent pour peut-être un troisième projet d'agrandissement éventuellement. Le but, c'est d'accroître la productivité de l'usine actuelle qui sera consacrée à l'usinage, au planage et au sablage de structures de bois. Voici le copropriétaire Sébastien Moisan à ce sujet. Présentement, dans la nouvelle usine, c'est déjà quelque chose qu'on fait ici, là, dans l'usine existante. Là, on fait de l'assemblage, on fait de la teinture. Mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on manque de place, puis le flot de production est souvent bloqué parce qu'on a des pièces, des projets en attente de teinture, par exemple. Donc là, on va pouvoir transférer ces projets-là dans l'usine d'ici. Ça va nous donner plus une zone de tampon. Ça va nous permettre de faire rouler davantage l'usine existante. Puis travailler dans un environnement qui est sans poussière va également améliorer la finition. Puis... ça va apporter de plus, c'est du préassemblage qu'on va faire de plus qui va permettre de sauver du temps de chantier. Tu sais, on en fait déjà du préassemblage, mais là, on va essayer d'en faire un peu plus pour satisfaire encore plus les entrepreneurs et les clients pour sauver du temps de chantier parce qu'on sait que le temps de chantier coûte très cher. Avec les incitatifs du gouvernement du Québec pour l'utilisation du bois comme matériel de construction dans des projets d'envergure, Montmorency Structure de Bois arrive à tirer son épingle du jeu. Voici à nouveau M. Moisan, accompagné de Marilyn Potvin. Il y a beaucoup d'incitatifs qui ont été mis par le gouvernement pour bâtir en bois. Il y a beaucoup d'écoles qu'on fait présentement, des parties d'écoles, des gymnases principalement. Fait que nous, on est surtout dans les projets institutionnels, commerciaux.
On voit beaucoup de patinoires en bois. Des casernes. Des casernes de pompiers, des bâtiments, des garages municipaux. Fait que tout ce qui est institutionnel, ça, ça a vraiment le vent dans les voiles, là. On les voit de plus en plus, les structures de bois qu'on fabrique, que d'autres fabriquent aussi, c'est des structures en bois massif. Dans le fond, c'est du bois lamelé collé principalement. Ça nous permet d'atteindre des grandes portées, faire des bâtiments qui sont assez imposants. Une structure qui va rester apparente, je pense que c'est important de le dire. Exact. On connaît beaucoup les murs en 2x6, 2x4, des trosses, mais nous, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans la structure qui reste apparente, qui est architecturale et structurale à la fois, là. Installée au parc industriel de Saint-Raymond depuis 2019 seulement, l'entreprise témoigne de l'environnement dynamique qu'offre la région de Portneuf aux entreprises en pouvant dès maintenant procéder aux travaux. Voici à tour de rôle les commentaires de Bernard Gaudreau, préfet de la MRC, Claude Duplain, maire de Saint-Raymond et Richard Saint-Pierre, commissaire industriel. Alors on les écoute maintenant. Francis, Marilyn ont eu la chance de se rencontrer déjà à quelques reprises, mais je tiens à vous réitérer mon admiration face à votre esprit entrepreneurial. Vous avez, sans aucune hésitation, continué de croire dans votre projet, d'investir des sommes importantes. Alors, bravo. Bravo de permettre à notre région de rayonner. C'est grâce à des acteurs comme vous de premier plan qui font en sorte que vous êtes des sources d'inspiration pour de la jeune relève. Vous êtes ingénieux et vous êtes passionné, et ça paraît. Et c'est de ça qu'on est fiers, de vous avoir ici, d'avoir ce parc industriel-là, de voir comment le parc se développe avec des... Monsieur le préfet dit pour la jeunesse, c'est un exemple pour la jeunesse qui s'en vient, mais vous êtes dans la jeunesse, en tout cas comparé à moi, vous êtes dans les jeunes, qui fait progresser ce parc, qui fait progresser les entreprises à Saint-Raymond, qui créent de l'emploi. Et ça, on en est vraiment fiers. D'abord, personnellement, je tiens à exprimer que c'est tout un privilège que j'ai de pouvoir collaborer avec Montmorency Structures de bois depuis son implantation dans le parc industriel numéro 2 en 2019. Francis et Marilyn sont des entrepreneurs qui ont de la vision, tout un savoir-faire et un très grand sens de l'innovation. Ce sens d'innovation, il se concrétise notamment à travers des services d'ingénierie spécialisés. On le voit partout, même l'incubateur d'entreprise qui est en face, qui est fait en LVL, et a aussi l'œuvre des services d'ingénierie spécialisés de Montmorency Structures de bois. L'innovation aussi au niveau de l'automatisation de certains de ces procédés de fabrication et le développement de produits. Tu sais, par exemple, il y a un concept structural modulaire pour les bâtiments de grande surface à usage industriel, commercial et institutionnel qui a été développé et qui offre de nombreux avantages, tant pour le propriétaire du bâtiment, pour les architectes et ingénieurs qui y sont impliqués, tout comme bien sûr l'entrepreneur général. L'agrandissement de l'entreprise créera environ 5 emplois qui s'ajouteront aux 15 existants. La programmation 2024 des fêtes gourmandes de Neuville a été dévoilée. L'événement se tiendra du 22 au 25 août prochain et offrira donc 3 soirées de spectacle, plus de 40 exposants, des centaines de produits, une compétition culinaire, des bières et j'en passe. D'ailleurs, dans les groupes populaires, nous avons, comme vous le voyez à l'écran, les Bleu Jeans Bleu qui, en 2019, s'étaient démarqués avec la chanson Cotaouaté et depuis ce temps-là, ont été capables de s'ancrer dans la musique québécoise. Le groupe sera en action donc le samedi 24 août. Les Shirley vont s'occuper de leur première partie. Le vendredi, c'est Québec Redneck Bluegrass Project qui va offrir du folk québécois. Le groupe a une grande popularité dans les régions telles que Portneuf. Cette soirée-là, c'est Carotté qui va se produire également. Et finalement, jeudi, c'est une soirée avec du country. C'est Francis de Grandpré qui sera là. Et depuis, Alicia Deschênes fera la première partie avec sa musique issue du style électro-pop. Les éléments incontournables du volet gourmand des fêtes gourmandes de Neuville seront de retour. Au cœur du festival, l'espace terroir va accueillir plus d'une quarantaine de producteurs, comme je le disais. Par contre, il y a une nouveauté cette année.
C'est les duels de chefs. Elle aura lieu le dimanche 25 août. Pour l'occasion, 8 chefs vont s'affronter dans des duels pour préparer les meilleurs bouchées. Le Grand Prix est de 1 000 et il y a 300 places disponibles pour assister à l'événement. C'est une nouveauté des fêtes gourmandes. Le 28 avril dernier a eu lieu un spectacle hommage à André Trépanier et Daniel Fortin qui ont réalisé au fil des ans un grand nombre d'activités et de pièces de théâtre. Aubert Tremblay était sur place. Voici son reportage. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 0, partez. C'est un spectacle bien particulier qui a été présenté le 28 avril dernier à la salle Albert Fortier de Cap-Santé. On rendait hommage à un couple d'exception, André Trépanier et Daniel Fortin. On a rassemblé à la fois des comédiens, des musiciens, des chanteurs, des magies techniciens, je dirais, aussi autour de cet événement-là. Ça fait 4 mois qu'on prépare ça. L'idée est germée tout de suite après les fêtes. On avait des mauvaises nouvelles sur le plan médical pour André. On s'est dit, hey, là, vite, il faut faire de quoi, là, notre frère, là, il faut y rendre hommage pendant qu'il est encore là. Et on n'est pas dans le mélodramatique, on est dans le joyeux, dans l'artistique, à la hauteur de ce qu'ils ont développé comme couple. André Trépanier et Daniel Fortin ont eu en effet un impact considérable dans leur milieu. D'abord dans la famille d'André. Les Trépaniers sont bien connus à Cap-Santé. André, ça a été mon prof, premièrement. La première année qu'il a enseigné au primaire. Alors, j'ai eu le privilège d'être dans sa classe. Il m'a mis à la porte une couple de fois pour me protéger, pour me dire, c'est pas le foufou de la classe, là, mais il m'a toujours amené à la chasse, à la pêche. Puis au fil des ans, on est devenus des complices, des chums de chasse et pêche, entre autres. C'est déjà pêché, mais je suis penché. C'est déjà pêché. Oh, la André. Autant il m'a amené quand j'étais plus jeune qu'il est devenu chum avec ma gang de chums, puis que c'est un peu moi qui l'ai amené vers, dans les dernières années pour la chasse, surtout, la chasse au gros gibier. Je fais juste regarder André des fois, puis il fait un petit croche avec sa lèvre, puis j'éclate de rire. On est comme ça à même longueur d'onde. Il a été vraiment important. Tellement qu'à un moment donné, dans un voyage de pêche, j'étais avec lui, il a failli se noyer. Et moi, je riais aux éclats. Il était devant moi. Il nageait pour se sortir de l'eau, là. Je pensais qu'il faisait le bouffon pour me faire rire. Il était en train de se noyer. On partirait bonheur. Galette et petit pot de beurre. C'est un gars qui a toutes sortes d'initiatives dans sa vie. Puis nous, on a emboîté le pas dans les initiatives qu'il y a eu, que ce soit au niveau artistique, théâtral, chanson, tout ça. Puis moi, ce qui m'a apporté le plus, c'est que il venait faire il faisait de la peinture, André, il faisait de la peinture à l'huile. Puis une journée, il a laissé sa palette à mon atelier. Et là, j'ai travaillé avec sa palette. Puis à partir de ce moment-là, j'ai jamais arrêté. Fait que si je fais beaucoup de peinture aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui, parce que lui, il avait décidé de prendre des cours de peinture. Il a arrêté, moi, j'ai continué. Mais s'il n'avait pas été là, je serais jamais devenu un peintre. Fait que merci, André. André Trépanier est surtout connu pour avoir fondé la troupe de théâtre locale, une initiative qui a touché une foule de gens. Ça m'a permis de vivre le théâtre, de la billetterie jusqu'à la participation à l'écriture, en passant par les coulisses jusqu'au jeu. André m'a permis tout ça. Moi, je suis une fille qui a peur du ridicule. On peut le dire, ça a été beaucoup de défis à relever et il m'a permis ça. Bien, en fait, Daniel et André ont d'abord été les professeurs de maternelle de ma fille Marissa. Et c'est dans les premiers qui ont remarqué l'étincelle de la scène dans les yeux de ma fille. Et quand elle était en 6e année, ils ont monté la pièce Le Malade imaginaire, qu'ils ont réécrite pour que ça puisse être une fille qui joue cette pièce-là. Et par la suite, j'ai fait partie de la troupe de théâtre. Et j'ai eu la chance, André et Daniel m'ont donné la chance de jouer au théâtre avec ma fille. Et en 2001, à un moment donné, je reçois un téléphone d'un soir, c'est André. « Salut, Boule, comment ça va? Hein? » Ouais. Il dit, je pars une troupe de théâtre, puis il dit, faudrait que tu joues là-dedans. Tu es malade, toi? Mais non, j'ai jamais été, je pense que j'ai jamais écouté une pièce de théâtre, à part qu'à la télévision, peut-être. Mais, il dit, écoute, viens. Il dit, on va faire une lecture, là, on joue le malade imaginaire, puis il dit, bon, ouais.
faire la lecture. Je dis, correct, moi y aller, c'est pas c'est toi. Fin de compte, c'est là qu'elle est partie. Et là, ça a été 17-20 ans de théâtre là, où on a eu un plaisir énorme. On ne pouvait qu'être heureux avec André. C'est la joie. L'impact qu'André a eu dans ma vie, c'est qu'il m'a permis de redécouvrir le théâtre. J'avais fait du théâtre au secondaire, au cégep, à l'université. Ça faisait 25 ans, et même plus que je m'étais dit, je ne rejouerai jamais, mais j'adore le théâtre. Et par un pur hasard, j'ai été mis en contact avec André. Il m'a permis de refaire du théâtre. Il m'a permis de vivre 15, et même plus, 15 merveilleuses années. On a eu un plaisir fou. Un matin, je me lève, je suis à la garderie, je travaille. Tout à coup, vers 9h30, 10h, il m'arrive un goût incroyable à l'intérieur de moi de faire du théâtre. Je ne vous mens pas. Et c'est vrai. À peine une heure après, André m'appelait. Il dit, est-ce que les oreilles t'ont scellé hier soir? J'ai dit, quoi? Il dit, on a parlé de toi. Qu'est-ce que tu dirais de venir te joindre à notre troupe de théâtre? Mais c'est oui! Puis c'était comme mon tremplin, parce qu'après, ça m'a donné le goût de faire plein de choses, d'autres projets, écrire aussi au théâtre. Mais ça vient tout de lui, ce que j'ai fait. C'est le grand responsable dans mon dépassement. Merci, André. C'était bénéfique pour moi. Il disait, tu vas voir, André, le théâtre, là, c'est comme traverser un mur. Puis grâce à ça, effectivement, moi, je n'ai que... Je vis encore des retombées des quelques années de théâtre avec André. On se demandait pourquoi, avant d'entrer en scène, pourquoi on faisait ça, pourquoi on avait le trac, pourquoi on filait mal. Puis, à la fin, on disait, mon Dieu, c'est pour ça qu'on fait ça. Quand on est plus tard, on commence à vivre. C'est ça qu'André m'a apporté. Le théâtre de Cap-Santé a été fondé en 2001, mais des ennuis de santé ont forcé André Trépanier à le fermer il y a quelques années. Il continue à jouer à l'occasion avec sa conjointe Danielle, comme dans cette pièce qui traite des abus dont sont victimes les personnes âgées. Je vais m'inscrire à un site de rencontre. André Trépanier a été parmi les tout premiers hommes au Québec à enseigner à la maternelle, ce qui a certainement nourri sa créativité. Toi, restez tranquille, moi méchant. En amenant des amis en voyage, il a aussi contribué à leur faire voir le peuple cubain d'un autre œil. Il en a même fait une pièce, forfait tout inclus. Il a aussi géré une cabane à sucre, ce qui lui a inspiré une autre pièce, Sirop. Il est même à l'origine du marché de Noël d'antan de Cap-Santé. Quand il est revenu d'Allemagne avec Daniel, on a parlé beaucoup de leur expérience, entre autres des marchés de Noël qu'il y avait en Europe. Ça l'a comme germé, c'est comme une graine qui a été semée. Pour la plupart des gens de Cap-Santé, André Trépanier restera un homme de théâtre. Plusieurs sont d'ailleurs d'avis que la salle Albert Fortier devrait dorénavant porter son nom. Mais ce serait une excellente idée de rebaptiser la salle du nom d'André Trépanier. Aubert Tremblay pour CJSR. Cette semaine, des bénévoles de Lac-Sergent ont entamé le travail nécessaire au contrôle de la myriophylle à épi. Cette plante aquatique vivace est considérée comme envahissante au Québec, comme elle entre en compétition avec les plantes d'ici. D'origine, la myriophylle à épi provient d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Et depuis 2019, à Lac-Sergent, plusieurs bénévoles travaillent à contenir cette plante qui peut nuire aux usages récréatifs tels que la navigation, la baignade et la pêche. Aujourd'hui, 9 mai 2024, un groupe de 8 bénévoles s'affairait à plier les toiles de jute qui sont destinées à être installées sur les fonds marins du lac où la myriophylle est la plus dense. En juin, 2 plongeurs iront les installer. Il faut savoir que ces toiles restent dans le lac juste à temps qu'elles soient décomposées. Selon le maire Yves Bédard, les premières toiles qui ont été installées en 2019, selon ce procédé, sont déjà très avancées dans ce processus, bien qu'il reste encore quelques traces. Le voici d'ailleurs concernant l'opération qui sera faite cette année.
Fait que, chaque année, on commande entre 40 et 60 toiles par année. Dépendamment de comment est-ce qu'on était à la ligne d'avant. Comme là, on en avait 30 qui nous restaient de l'an passé. On a 45 qui s'en viennent. Fait qu'on vise 75 toiles cette année. 75 toiles couvrent à peu près 200 000 pieds carrés. Puis là, hier, vous en avez fait combien à peu près? On en fait 10 par jour. Fait que 10 par jour? Avec la technique, là, les gens, à peu près en 2 heures, on fait des 10 toiles. Ça vous prend à peu près 10 minutes par toile, puis c'est fait. Là. C'est ça. Auparavant, ça nous prenait jusqu'à 1 heure par toile au début. Là, on est rendu à peu près à 10 minutes par toile. Puis est-ce que c'est la même équipe que vous avez qui était là? Ça change à tous les jours. Tu as 2 ou 3 qui viennent changer. Fait qu'on a une rotation, on a à peu près une trentaine de bénévoles qui viennent. Fait qu'on leur demande leur disponibilité. Puis selon la disponibilité, on séduit les gens pour la journée en fonction d'avoir les 8 personnes qu'on a besoin pour le travail. Ben, 8, ça se fait. Ça se fait bien. On l'a déjà fait à 4, c'est plus compliqué. Là, mais la prochaine étape, ça va être au début juin. Où là, on va commencer à mettre les toiles en place avec les plongeurs. Avec les plongeurs, ils ont deux travails à faire. Le premier travail, c'est l'installation des toiles avec les bénévoles. Le deuxième travail, c'est l'arrachage qu'ils font dans les endroits où le milieu-fil n'est pas en haute densité. OK. Donc, mais quand tu mets la toile, tu n'as pas besoin d'arracher, autrement dit. Ce que tu mets dessus. Puis la toile, ce qu'on voit, là, les toiles qu'on a placées depuis 4-5 ans, il y a des plantes indigènes qui ont poussé dessus, mais le myriophylle n'a pas poussé. Okay. Quand la toile est bien installée, le myriophylle ne repousse pas, mais les plantes indigènes reprennent. Puis c'est ça qui est souhaité. C'est ça qui est souhaité. Parfait. Jusqu'à date, là, ça va assez bien. Là, on a 240 000 pieds carrés de couverts. On en a autour de 500 quelques mille d'herbiers de haute densité à faire. À faire, OK. Cette année, on va être à plus que le double encore. On va être à près 80-85 de l'objectif cette année. Ce qui veut dire que l'an prochain, on aura finalisé le haute densité. Il va rester après ça à voir s'il y a des herbiers qui ont poussé ou autres ailleurs durant l'année. Au retour de la pause, on discute avec le comité de requalification de l'église de Saint-Léonard de Portneuf. Restez des nôtres. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Ouh! Mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. À Saint-Léonard de Portneuf, un comité de requalification de l'Église a été formé afin de trouver une façon de changer la vocation du bâtiment religieux afin qu'il puisse perdurer dans le temps. Le 6 février 2024 se tenait une consultation publique pour savoir ce que la municipalité voudrait, en fait, les citoyens de la municipalité voudraient pour l'avenir de cet important bâtiment qui est issu de tradition catholique. Dans la consultation publique, plusieurs idées sont ressorties. On parle notamment de création de salles multifonctionnelles à vocation communautaire, une salle de réception, le maintien de la garderie qui est déjà en place et j'en passe. Pour en parler, nous avons justement deux invités. Madame Denise Poirier, qui est la présidente du comité. Bonjour. Bonsoir. Ainsi que le vice-président Raphaël Benoît. Bonsoir. Merci à vous deux d'être des nôtres pour parler de, justement, cet enjeu-là, l'Église de Saint-Léonard de Portneuf. Et je pense que la meilleure question pour commencer, c'est parler peut-être de votre comité de requalification. Quelle est sa vocation? D'abord, merci de nous recevoir. Le comité de requalification, je tiens à le dire, d'abord, c'est un comité de citoyens. Oui. On est étudiants, retraités, travailleurs qui sommes regroupés pour défendre une mission. Ce qu'on veut, c'est explorer toutes les avenues possibles pour convertir l'Église en projet collectif à des fins communautaires. Oui. Évidemment, ce projet-là a vu le jour après que la fabrique de Saint-Raymond-du-Nord, de la paroisse Saint-Raymond-du-Nord, a annoncé la fermeture de l'Église pour décembre 2024. Vous savez probablement, la fabrique, ici comme dans la province, est aux prises avec des difficultés financières, des difficultés de recrutement, de bénévoles, de personnel, de célébrants. C'est donc que pour elle, comme pour d'autres fabriques, il y a des églises qui se trouvent être des lieux de culte excédentaires qu'elle doit proposer à la vente. Alors, à Saint-Léonard, quand on a eu vent de cette nouvelle-là,
on a été nombreux, comme citoyens, à s'inquiéter de ce qui allait advenir de ce bâtiment-là. Pas seulement parce que c'est un bâtiment patrimonial, un des rares bâtiments patrimoniaux du village, mais aussi parce que depuis longtemps, c'est beaucoup plus qu'une église. En l'absence d'un centre communautaire dédié à Saint-Léonard, ben c'est à toute fin utile ce qui en tient lieu. Alors, c'est un lieu qui, en dehors de sa vocation de culte, c'est un lieu qui a une vocation socioculturelle. C'est là où se rassemblent de nombreux citoyens depuis longtemps pour toutes sortes d'activités. Alors, pour changer la vocation d'un lieu comme ça, il y a plusieurs étapes à franchir et vous avez commencé justement le 6 février dernier, où il y avait la consultation publique. Justement, pouvez-vous nous parler un peu de cette consultation-là? C'était quoi son objectif et qu'est-ce qui en est ressorti? En fait, l'objectif d'une consultation publique, c'est vraiment d'aller voir ce que les citoyens pensent du projet. Donc, c'est ça ce qu'on a fait. On voulait vraiment aller voir qu'est-ce qu'ils en pensaient, les différentes idées qui étaient véhiculées dans la municipalité. On avait déjà une liste qu'on possédait au sein du comité, mais on voulait vraiment bonifier cette liste-là avec les citoyens. Puis vraiment comme initier une espèce de mouvement dans la municipalité pour penser l'avenir de l'Église. Si je puis me permettre, Oui. c'est une consultation qui s'est faite en tout début de parcours. Hein. Ça s'est fait le 6 février et nous, on s'est constitué en organisme sans but lucratif en janvier. Donc, l'objectif était modeste. Il ne s'agissait pas de décider s'il était opportun pour la municipalité ou pour l'organisme d'acheter l'Église pour la transformer. Il fallait d'abord voir si le bâtiment pouvait répondre à des besoins. Parce qu'il n'y a pas de projets qui vont fonctionner si ça ne répond pas à des besoins bien réels des citoyens. Et c'est là qu'il y a eu une réponse très intéressante de plus de 110 personnes qui non seulement sont venues entendre des informations, mais ont travaillé en atelier à proposer des dizaines de choix qui témoignaient du fait qu'il y a vraiment là des besoins en termes de services, en termes d'accès aux loisirs et à la culture auxquels la conversion du bâtiment pourrait servir. Oui. Si je peux me permettre aussi, tu sais, c'est important que, pour revenir un peu aux étapes là, du projet, on est vraiment dans une étape d'idéation. Donc, c'est sûr que d'abord, il faut aussi avoir la volonté de le faire en tant que groupe de citoyens, peut-être même en tant que municipalité. Mais après ça, c'est de vraiment venir cerner les différentes idées. Puis après ça, un coup qu'on va savoir si le projet est vraiment viable ou pas, s'il est viable, il faut le mettre en œuvre. Donc, ça serait l'autre phase. Si on parle des étapes, justement, c'est laquelle la prochaine étape logique pour votre comité? Là, en ce moment, on est le 9 mai. C'est quoi la prochaine étape? Là? Bien, d'abord, celle qu'on vient de traverser, elle s'est terminée, si je puis dire, avec le dépôt d'une demande d'aide financière au Conseil du patrimoine religieux, qui est l'organisme qui est mandaté par le ministère de la Culture et des Communications pour octroyer de l'argent à ceux qui veulent convertir des lieux de culte excédentaires. Alors, la première demande d'aide financière, elle est dédiée aux études pronostiques. Maintenant qu'on a plein d'idées sur ce qu'il est possible de faire, on veut savoir si les architectes, les ingénieurs considèrent que les possibilités et les contraintes du bâtiment vont avec ce qu'on a prévu ou ce qu'on espère faire. La deuxième étape, ça va être de voir avec les réponses du CPRQ qui va arriver fin juin, à quel projet on va vraiment s'attaquer. Donc là, de ce que je comprends, c'est l'objectif de cette étude-là, c'est de savoir qu'est-ce qui est réalisable dans, justement, toutes les idées que vous avez reçues. Voilà. Donc, il y aura des architectes, des ingénieurs, des spécialistes en marketing, en plan d'affaires, des spécialistes en montage financier. Et c'est sûr qu'on ne va pas s'embarquer dans un projet qui n'est pas capable de générer des revenus pour assurer l'entretien du bâtiment et son bon fonctionnement, parce qu'on ne veut pas que les contribuables se retrouvent avec un fardeau de plus sur les épaules. Donc ça fait partie des enjeux aussi, là, et que le projet puisse s'auto-suffire. Oui, c'est un enjeu crucial. Effectivement, puis pour rebondir après ça avec la réponse du Conseil du patrimoine religieux du Québec, c'est sûr qu'il va falloir aussi que le comité fasse des activités, puis probablement une levée de fonds de socio-financement pour vraiment aller chercher les sous à combler pour pouvoir avoir accès à toutes ces études pronostiques-là. Et si on regarde justement les événements, je sais que vous continuez les activités, même si vous me dites là, c'est cet été que vous allez recevoir la réponse. Il y a, je pense, le 18 mai, il y a un événement dont vous faites partie. Pouvez-vous peut-être nous parler de ça également? Oui, effectivement. Donc, fin juin, on va recevoir la réponse du CPRQ, mais bien sûr, en attendant, on existe.
on a besoin de se faire connaître, de sensibiliser les gens, de se financer, puisque quoi qu'on fasse, on le sait, il faut avoir des sous. Donc, la prochaine activité, le 18 mai, c'est un marché aux puces sur le site de l'Église, autant que possible s'il fait beau à l'extérieur, sinon à l'intérieur en cas de pluie. Alors, il y aura une trentaine de tables avec des artisans, des marchands, des petits entrepreneurs. Il y aura de l'animation parce que, fort heureusement, le comité festif qui célèbre cette année le 125e anniversaire de notre village, s'est joint à nous. Donc, ils sont complices, ils vont s'assurer que ce marché-là soit festif. Il y aura des musiciens, de la musique, des jeux pour enfants. En fait, une animation pour toute la famille. Et justement, le marché aux puces, il y a des fonds qui vont aller dans votre comité pour, j'imagine, vos activités. Effectivement. Donc, en premier lieu, il y a location de table. Il en reste encore peut-être quelques-unes de disponibles. Le profit des locations de table vont aller au CRECEL, au comité de requalification. De même que le profit qui sera fait avec la vente d'objets qui nous ont été gracieusement offerts pour vendre à la table du comité de requalification. Ouais. Et il y aura aussi des tirages, dont le tirage d'une superbe Catalogne gracieusement offerte par les fermières du village. Donc, il y a une collaboration qui se fait déjà avec les personnes qui sont à Saint-Léonard de Portneuf. Les forces vives du village. Ça s'est fait très naturellement, ça s'est fait organiquement. Tout le monde s'est joint automatiquement à la fête. Et c'est déjà une manière d'habiter différemment ce lieu qu'est l'Église. Et c'est une preuve que c'est le lieu idéal de rassemblement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour le village. J'aimerais peut-être revenir avec la consultation publique parce que, bon, comme je l'ai dit dans la prémisse, il y a eu des idées qui sont sorties. Bon, j'ai feuilleté le rapport de ce comité-là. On voyait un café, une idée de café, une idée de centre communautaire. Est-ce qu'il y a des idées qui vous ont sorti ou c'est quoi les idées qui sont le plus ressorties peut-être de ce rapport-là, en fait, de la consultation publique? En fait, c'est sûr qu'il y a plein d'idées plus précises qui revenaient souvent. Par exemple, le café est un exemple assez flagrant. Ce qui n'empêche pas non plus de penser le projet sous un autre angle, soit dans une perspective très multifonctionnelle, polyvalente, communautaire. C'est sûr qu'on ne peut pas, à partir d'une consultation publique, scientifiquement, c'est pas comme une donnée c'est pas la vérité avec un grand V. Fait qu'il faut quand même aller faire toutes les autres étapes, puis après ça, peut-être venir vraiment cerner le projet qui aura le plus de retombées pour la collectivité, puis qui va répondre aux besoins là, vraiment de Saint-Léonard. Et bon, ben justement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'où l'importance de l'étude qui va être faite pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, vous ne pouvez pas directement ce soir dire, bon, on veut faire quelque chose comme aux écureuils ou... J'imagine que vous avez quand même, parce que quand j'étais là, en février, et vous avez fait le tour de voir qu'est-ce qui s'est fait, ça fait partie de votre réflexion. Là. Oui, absolument. En tout cas, ce qui converge comme étant dominant, c'est le désir d'un centre multifonctionnel avec des espaces modulables, des équipements polyvalents qui peuvent servir tant pour les célébrations, les réceptions, les expositions, peut-être même un centre d'interprétation du lin. Alors, il y a une volonté, là, dans toutes sortes de directions, quand même, d'y assurer un lieu de rassemblement pour toutes les générations. Et c'est aussi le type de projet qui peut nous rapporter des revenus aussi, qui permettrait au comité puis à l'avenir de l'Église d'être pérenne dans le temps. Ouais. Et justement, la population est au rendez-vous, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, les gens sont derrière vous, là, de ce que j'ai l'impression. Là. Oui, mais on ne peut pas nier non plus qu'il y a certaines résistances, il y a des inquiétudes toutes légitimes. Est-ce qu'on est capable de s'embarquer là-dedans sans se retrouver avec des coûts qui sont faramineux? C'est tout à fait légitime. Il y a peut-être même un ou deux individus qui trouveraient que la pelle mécanique est la meilleure des solutions. Mais il faut savoir que les démolitions d'églises coûtent très cher et souvent incombent aux municipalités. Il n'y a pas très longtemps, à Saguenay, ils ont dû débourser 700 000 $ pour démolir une église. Il nous semble qu'il y a des meilleurs investissements à faire avec cet argent-là et qu'il serait vraiment dommage par rapport à un édifice qui est en santé comme le nôtre, parce qu'il y a un carnet de santé qui en témoigne, il serait vraiment dommage qu'il serve à d'autres fins qu'à améliorer la vie de la population locale. Puis aussi, c'est aussi un bâtiment qui est existant. Donc, le bâtiment qui est déjà là, c'est celui qui est le plus vert. Donc, les retombées environnementales de ce bâtiment-là, même s'il y a des coûts de chauffage, restent qui vont être beaucoup plus grandes que si on construirait du neuf, par exemple. Je vois.
C'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue, Raphaël Benoît. Merci. Merci, Denis. Denise Poirier. Bonne soirée, merci à vous. Merci à vous deux. Alors, on poursuit dans le bulletin Info CJSR avec un reportage de Charles Laviolette concernant, en fait, c'est que la semaine passée, il y avait beaucoup d'acteurs issus du monde municipal, communautaire et du monde de l'éducation réunis pour parler d'enjeux importants dans la région de Portneuf. C'est la démarche Portneuf Ensemble. Voici le reportage de Charles. Le 2 mai dernier se tenait la grande rencontre de Portneuf Ensemble au centre Claudia Hébachère de Saint-Marc-des-Carrières. Lors de conférences et ateliers, plus de 110 représentants du monde municipal, communautaire, culturel et économique ont discuté d'enjeux comme le logement, l'emploi et la sécurité alimentaire. C'était l'occasion de prendre le pouls des démarches sociales favorisant l'inclusion et l'équité dans Portneuf. Nous avons rencontré Sylvie Bertrand, coordonnatrice de Portneuf Ensemble, qui est en fonction depuis les tout débuts de cette démarche qui est née en 2020. La grande rencontre de Portneuf Ensemble, c'est le rendez-vous de différents acteurs intersectoriels, c'est-à-dire le milieu communautaire, le milieu municipal, centre de services scolaires, le centre de santé, services sociaux, donc le CIUS. Il y avait aussi d'autres acteurs de différents milieux, des entreprises, le milieu culturel aussi, et des citoyens qui étaient présents. La mission de Portneuf Ensemble, c'est de veiller à la cohésion entre les acteurs, donc de rassembler différents acteurs du milieu dans un souci d'inclusion et d'équité sociale. Et le réseautage aussi est très important lors de cette journée-là. C'est vraiment un moment que tous les acteurs du milieu peuvent réseauter, se rencontrer, parler ensemble, créer des liens. Souvent liés aux thématiques. Le slogan de Portneuf Ensemble, c'est « Ensemble, on fait du chemin ». Donc, c'est ensemble qu'on arrive à déployer des projets, à vraiment faire une différence pour augmenter la qualité de vie des gens dans la région. Portneuf Ensemble a présenté plusieurs actions qui ont été prises pour répondre à ces 6 chantiers prioritaires. L'emploi, les loisirs et l'appartenance sociale, la réussite éducative, la sécurité alimentaire, le transport et la mobilité et le logement. Les acteurs se sont toujours montrés intéressés à connaître qu'est-ce que les chantiers font, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qui est à venir. Donc, c'est pour ça qu'on a cette année donné de la place aux 6 chantiers pour présenter où est-ce qu'ils en étaient rendus. Chacun des chantiers, à leur rythme, ont commencé à faire des actions. Donc, pour toutes les actions, en fait, on a sur notre site Web toutes les nouvelles, les actualités de chacun des chantiers. Par exemple, le chantier Emploi a mis à jour le site Web Région de Portneuf en intégrant les organismes d'employabilité pour venir en aide aux chercheurs d'emploi, mais aussi aux entreprises qui ont des besoins pour la rétention du personnel. Le chantier Loisirs et appartenance sociale a embauché un coordonnateur et il a mis un peu d'amour, je dirais, dans le programme Accès Loisirs qui permet d'avoir des loisirs gratuits pour des personnes qui sont en situation de vulnérabilité financière. Il y a même des nouvelles municipalités qui vont faire partie d'Accès Loisirs dans les prochaines inscriptions à l'automne prochain. D'autres exemples d'actions, la réussite éducative va donner un financement aux bibliothèques de la région. Il y a 11 bibliothèques qui ont reçu un financement pour améliorer le coin lecture des 0-5 ans. Donc, c'est un exemple d'action. Donc, si on est soutenu, on est connu, mais c'est le genre d'action qui peuvent rayonner aussi. Avec l'épicerie qui augmente, tout ce qui augmente, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés. Que ce soit financière, isolement social aussi suite à la pandémie. Donc, les organismes travaillent très fort de ce côté-là dans leur mission. La différence avec Portneuf Ensemble, c'est que les organismes continuent leur mission, mais qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent aussi s'impliquer maintenant. C'est plus juste réservé aux communautaires de s'impliquer, mais maintenant, c'est ouvert à tout le monde. On a un financement qui nous aide à faire les actions, à mener à bien les actions pour améliorer la qualité de vie des gens de la région. Mais si on n'a pas l'appui du municipal, des fois, on est bloqué. Donc, de plus en plus, le municipal s'implique au sein de nos chantiers ou nous donne
pas nécessairement au sein de nos chantiers, mais ils sont des partenaires aussi, là. La MRC est aussi très présente et sont très soutenants aussi, soit en apport financier, parce qu'il y a une partie du financement qui vient de la MRC, mais aussi des ressources humaines qui s'impliquent sur les chantiers de Portneuf-Ensemble. Le financement qu'on a de la Fondation Lucie et André Chagnon, qu'on a depuis 2020, on l'a, dans le fond, on signe une prochaine entente en 2025 pour un autre 3 ans. Donc, c'est quand même un long financement qui permet de vraiment mettre des choses en place sur du long terme, là. Alors, on poursuit. En fait, c'est que ce vendredi 10 mai à 19h30, il va y avoir à la salle Albert Fortier de Cap-Santé l'événement Libérer le silence, musique et poésie. J'ai parlé avec Jacques Sylvain et Charles Baudry, deux des organisateurs qui travaillent en fait à mettre de l'action dans la communauté de Cap-Santé, notamment en utilisant la salle Albert Fortier. Je me suis entretenu avec eux cette semaine. Voici cette entrevue. C'est Annick Jolien, journaliste. Je suis présentement avec M. Jacques Sylvain et Charles Baudry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle d'un événement, une soirée de poésie qui va avoir lieu ce vendredi 10 mai à la salle Albert Fortier. Vous faites partie des organisateurs. Pouvez-vous nous parler un peu de cette soirée-là, justement? Oui, bonjour. Cette soirée-là a été initiée par Jean Coulombe, Charles et moi. Lors des rencontres, le jeudi, on se rencontre informellement, puis ça a donné naissance à ce projet-là, de faire une soirée de poésie. On devait faire ça au restaurant Basilico. Et finalement, là, ça a pris un petit peu d'ampleur parce que Basilico, c'était un peu petit. Et la Ville de Cap-Santé nous a ouvert la porte pour faciliter l'accès à la salle, Albert Fortier. Et on a eu d'autres collaborateurs aussi qui se sont ajoutés. Et ça a fini qu'on fait ça à la salle Albert Fortier et qu'actuellement, c'est même complet au niveau de la vente de billets. Et ça va être une soirée super intéressante où la musique et la poésie vont se marier ensemble. Et M. Baudry, vous allez vous occuper cette soirée-là de l'animation. Pouvez-vous un peu nous expliquer les gens qui vont assister à ce spectacle-là, à cette soirée-là, qu'est-ce qu'ils peuvent justement s'attendre? Oui, alors c'est une soirée un peu spéciale, comme disait Jacques. Au départ, c'est de la poésie dans un petit endroit. Ça a pris de l'ampleur. Maintenant, c'est poésie et musique. Parce que dans le comté de Portneuf, il y a beaucoup de talent, hein? Et nous, on va avoir des gens de Neuville, de Cap-Santé, de Saint-Raymond, poètes et musiciens qui vont faire une présentation. Ça va être un peu style spectacle, un peu, hein? Plus que soirée, petite soirée poésie. Donc, ça va être un événement qui a pris de l'ampleur, qui va être important et qui regroupe des gens du coin et qui veut mettre en évidence les talents. Parce qu'ici, à Cap-Santé, depuis quelque temps, depuis que le Basilico est ouvert, on a des rencontres et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de talent dans Portneuf. Il y a beaucoup de gens créatifs et on veut mettre ça en valeur. Alors, cette soirée-là, c'est le départ de quelque chose. Ça ira plus loin, on ne sait pas. Et moi, je vais assister, je vais faire l'animation. Donc, un petit peu présenter les gens, les déplacements, tout ça, l'organisation. Vu que c'est plutôt spectacle, donc il faut quand même une certaine mise en scène. Et c'est de ce dont je m'occupe. Et justement, bon, là, vous m'avez, avant l'entrevue, donné l'affiche pour Libérer le silence. C'est le nom de votre soirée. Bon, dans les poètes, justement, il y a Jean Coulombe, Agnès Riverain, Jacques Ouellette. Pouvez-vous nous en parler, justement, de cette sélection-là, ou du moins, en général, là, qui sont-ils? Oui. Les trois poètes, c'est des poètes qui ont quand même un bon curriculum vitae, qui ont édité plusieurs recueils. Je ne vous les nommerai pas toutes. Les gens vont en voir sur la table en entrant. Ils vont voir toute la description de ce qu'ont fait ces poètes-là. Alors, c'est vraiment des trois poètes de Saint-Raymond. Puis,
Là, je vous nomme pas, je vous garde des surprises un peu sur les poèmes qui vont réciter, mais parmi les poèmes qui vont réciter, il va y avoir certains poèmes où les gens vont s'identifier parce que c'est des poèmes qui ont été faits exprès pour les gens qui habitent le comté de Portneuf ou même Cap-Santé. Et justement, l'organisation d'un événement comme ça, on a besoin de collaboration. Vous l'avez dit tout à l'heure, la ville de Cap-Santé va collaborer. Mais là, il y a des musiciens. Ça veut dire qu'on a besoin de personnes à la technique. Et justement, vous avez une bonne collaboration là, de plusieurs personnes qui habitent dans Portneuf pour votre événement? Oui. On a notre technicien principal, c'est Martin Fagui. Mais Martin, c'est un technicien qui est plus jeune, puis qui a fait ça quand il était aux études, puis il connaît pas l'équipement ici. Alors, on a de l'aide de Jean-Louis, quel est son nom de famille? Bilodeau. Oui. Jean-Louis Bilodeau, qui est un ancien technicien de Radio-Canada qui va nous aider, puis qui va initier Martin Fagui à la technologie de la salle et qui nous fournit l'équipement gratuitement. Alors, c'est vraiment une super belle collaboration. Puis on a aussi l'ouverture de la ville, parce que nous, on ne voulait pas faire du porte-à-porte pour vendre des billets. Et la ville de Cap-Santé a accepté de s'inscrire sur le réseau lepointdevente.com pour vendre nos billets. Alors, comme ça, les gens de partout pouvaient acheter des billets sans se déplacer, puis ça nous évite de faire du bouche à bouche, puis c'est plus difficile à ce moment-là pour vendre des billets. Et ça a super bien fonctionné, là. En terminant l'entrevue, M. Baudry, vous le savez, M. Sylvain est artiste et votre soirée, on va promouvoir des artistes de Portneuf. En quoi c'est important, selon vous, de promouvoir les artistes de la région? Bien, parce qu'on a tellement de talent ici et on est près de Québec, hein? Donc, Québec, c'est la capitale, c'est important. Et Portneuf, souvent, est négligé, est oublié. Même les gens qui viennent de Montréal ou d'ailleurs passent rapidement dans Portneuf pour aller à Québec. Mais il ne faut pas oublier que Portneuf, ça existe aussi. C'est des gens de qualité, c'est des gens qui ont beaucoup de créativité aussi. On verra peut-être tout à l'heure au Basilico. Donc, il faut les mettre en évidence. Et nous, c'est bien parti, cette soirée-là, de poésie, de musique. Et on est sur une lancée. Et peut-être donner un petit scoop. Si ça continue même, c'est bien parti, on veut prolonger et faire d'autres activités qui mettront en valeur les artistes de Portneuf. Alors, on est d'ici, on veut que ce soit mis en valeur. On est dans un beau cadre, comme on voit. Alors, faisons-nous connaître. M. Baudry, M. Sylvain. J'aimerais peut-être rajouter, nommer au moins les musiciens qui vont participer à l'événement. Il y a Cécile Godreau qui est à la basse. Il y a Simon Carmichael à la guitare. Il y a Dave Bélanger qui va faire sa prestation solo. Et il y a moi qui va être à la guitare et aux voix. Et Cécile Godreau aussi qui est aux voix. Super. Je vous remercie tous les deux, M. Baudry, M. Sylvain. Merci de nous avoir accueillis et d'avoir parlé de votre événement Libérer le silence. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci bien. Aujourd'hui, à 13h, à l'Aréna de Saint-Marc-des-Carrières, avait lieu l'activité de prévention de sensibilisation auprès des jeunes de la municipalité nommée Impact. L'activité était présentée sous forme de simulation de collision. Vous voyez d'ailleurs les images qui avaient été prises lors de l'événement qui avait eu lieu à Saint-Raymond l'an passé. La SQ, le service incendie de Saint-Marc, le service incendie de Saint-Casimir, la FETAC et d'autres collaborateurs ont participé à cet événement. Le projet vise les jeunes qui ont peu ou pas d'expérience de conduite, c'est-à-dire les jeunes entre 16 et 18 ans et en secondaire 4 et 5. En terminant l'émission, le 6 mai dernier, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette recevait 8 improvisateurs provenant de l'école secondaire Louis Jobin pour un match mettant en valeur la relève de l'improvisation.
Environ 150 personnes ont assisté à l'événement lors de ce match extraordinaire. Et évidemment, au cinéma Alouette, de ce fait, ont fracassé le record d'assistance de la Ligue. Du côté de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette, les joueurs qui se sont distingués durant l'année ont eu la chance de jouer avec les jeunes du secondaire. On rappelle qu'il reste un match, c'est un match spécial le 13 mai avec des joueurs de la LNI. C'est donc ce qui complète votre information Info CJSR. Mon nom est Danick Julien. Je remercie tout le monde de l'équipe qui ont été des nôtres. Cédric, Tony, Luc, Charles, Suzy et nos invités. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.